prête. Donc, nous avons l'immense honneur d'avoir parmi nous cette semaine M. Achille Oussou, qui intervient dans le département management, qui est déjà intervenu aussi dans le campus, et j'espère qu'il continuera à le faire. C'est un homme qui est au cœur du pouvoir, on peut dire, en tout cas proche du pouvoir, puisqu'il est en charge, entre autres, de l'exécution, de la définition, je crois, et de l'exécution du plan national de développement du Bénin. Donc vous allez pouvoir certainement le questionner, comprendre comment ça marche. Et puis voilà, je vous remercie, M. Oussou, d'être avec nous, et je vous cède la parole. Merci. Je vais me mettre là. Je suis confortable lorsque je suis debout. Merci. Ok. Merci, Monsieur le recteur. Merci pour cette opportunité de partage qui m'est offerte. Et je suis donc Moïse Achille Oussou et je suis sur le sujet en débat. Je suis chef de département du bureau du conseil du président du Bénin et en tant que tel, je suis le président du comité technique d'élaboration du programme d'action gouvernementale et je m'occupe donc de la supervision et du suivi de la mise en œuvre, entre autres. Voilà, merci. Alors, le sujet que nous avons retenu de traiter ensemble porte sur les enjeux et défis de la mise en œuvre d'un plan national de développement dans le contexte africain, en nous basant sur l'expérience du Bénin. Je voudrais donc aborder ce sujet en trois parties. La première... Ok. C'est bon, merci. La première partie permettra de clarifier quelques concepts. On parle de plan de développement. Qu'est-ce que c'est? Puisque nous sommes ici dans un contexte universitaire. Et dans la deuxième partie, nous allons l'appliquer pour voir dans le contexte du Bénin quel est le système de planification en vigueur. Et dans la troisième partie, les défis et enjeux liés à l'exécution. En tant que tel, il ne s'agira pas de présenter le plan national de développement ni le programme d'action et tout, mais de partager avec un public aussi diversifié quelques leçons qui serviront dans l'exécution de plans d'autres pays ou d'autres institutions à quelques leçons et surtout les bonnes pratiques qu'on peut partager à ce niveau. Alors, sur le plan conceptuel, il y a souvent trois thèmes qui sont liés. C'est les concepts de plan, de programme et de projet. Et dans une approche temporelle et même détendue du système de planification, il convient de comprendre ce que c'est. C'est plus simple d'ailleurs de partir du plan. Le plan qui est un instrument, un document qui fixe en réalité les objectifs à long terme. Un plan se base en général sur une vision, laquelle vision se traduit dans le plan. En planification réelle, sur l'horizon temporel, un plan se construit sur le long terme, donc c'est 10, 20, 25 ans en général. Mais il arrive aussi que, compte tenu de l'étendue, je dirais des sujets couverts et leur complexité, on peut se retrouver sur un horizon plus court et également parler de plan. D'où on se retrouve, dans certains cas, au niveau des institutions,
à parler de plan quinquennal, etc. Dans la pratique, quand on parle de long terme, ce n'est pas 5 ans. Donc on saurait parler de plan quinquennal rigoureusement. Parce que le plan, c'est vraiment à l'horizon long terme. Mais il y a de la tolérance à ce niveau, en ce sens que si on va traiter un certain nombre de sujets complexes, de façon holistique, et les efforts à faire nécessitent beaucoup d'impact et tout, on tolère et on y va. Et c'est justement ce qui se passe dans nombre de pays africains aujourd'hui où, quand vous regardez ce qui est appelé plan d'action, on vous dit plan d'action sur 2018-2025, 2018, 2021, 2026, etc. Rigoureusement, planificateur n'appellera pas ça plan. Mais je dis, c'est toléré, compte tenu de l'étendue. Et un plan se décompose en des programmes. Donc, un ensemble de programmes constitue un plan. Et c'est le programme qui, traitant un certain nombre d'objectifs spécifiques, a un horizon plus court, 5 ans, même 3 ans, etc. Et donc, on peut se retrouver dans un secteur comme celui de l'éducation, comme celui de la santé, etc., à parler de plan décennal, plan ci et ça, parce qu'on s'est fixé une vision de long terme. Et les exemples qu'on peut donner également en Afrique, globalement, c'est qu'on a eu différents courants. La petite histoire, c'est qu'avant les programmes d'ajustement structurel dans nos pays, il y a eu des pays qui étaient vraiment d'obédience socialiste et qui se dirigeaient par un instrument de planification, budget, programme assez rigoureux. Et de l'autre côté, dans la théorie, on opposera l'économie socialiste et à l'économie capitaliste. Dans la pratique, on se rendra compte que même en situation d'économie capitaliste, le plan, l'instrument planification est plus utilisé que la rhétorique qui en est faite dans le cas de système planification aussi. Et on se rendra compte que les programmes permettent donc de mettre en œuvre des plans. Alors, un programme est sur une durée plus courte, adresse des sujets spécifiques et se traduit par des projets de plus ou moins long terme qui s'exécutent. Donc, si je dois faire plus simple, je dirais un programme, c'est un ensemble de projets et un plan s'exécute à travers des programmes, tout simplement, sur l'horizon temporel. Et dans la plupart des pays, aujourd'hui, ce que l'on appelle plan national de développement, c'est beaucoup plus des programmes sur les thèmes de mandat que des plans réellement. Et la problématique qui se pose de façon globale, c'est comment on articule la vision de long terme avec le plan qui y va et les programmes et les projets qui sont déroulés. Comment est-ce qu'on définit les priorités du pays et on les programme, on les prend en charge et on les exécute. Donc, si on n'arrive pas à se mettre sur cette chaîne et mettre en place un système de planification cohérent, on se rendra compte que chacun viendra avec un plan, ferait une partie, mais il n'y aurait pas une vision d'ensemble. C'est pour ça que, dans nombre de pays, il est recommandé que lorsqu'on a fini de se tracer une vision, on a défini les plans qui y vont et les programmes, qu'on aille prendre une loi de programmation ou de planification, qui fixe les priorités et, quels que soient les gouvernements qui changent, on sait qu'un sentier est projeté et chacun doit développer une partie dans la planification qui est retenue à travers ses programmes, ses projets de société, etc., etc. Un élément important, c'est le programme d'investissement public.
Quand vous prenez un État, il dispose donc d'un budget. Et le budget, la loi de finances, comme on l'appelle, a souvent deux parties. Il y a la partie consacrée au fonctionnement et il y a la partie consacrée aux investissements. La partie qui concerne les investissements, c'est ce que l'on appelle le programme d'investissement public. Donc, c'est l'ensemble des projets-programmes qui sont retenus en exécution dans un pays au cours d'une année donnée. Nous sommes en 2022. Si vous voulez apprécier les investissements projetés ou en cours d'exécution par un pays, que ce soit des investissements sur ressources propres ou financés par des partenaires, etc., vous demandez simplement le programme d'investissement public. C'est un document qui existe et qui fait la répartition par secteur, par ministère, par entité, de tous les projets validés, autorisés par le Parlement. Et donc, un projet, lui, il vise à résoudre une problématique précise. Alors que dans un programme, on a plusieurs objectifs. Et l'ensemble donc des projets constitue ce que j'appelle donc le programme. Alors, un plan national de développement, en fait, est conçu pour synthétiser, pour une période donnée, les différentes préoccupations et constitue l'ensemble de priorités retenues pour la période et surtout les démarches et moyens à mise en œuvre pour pouvoir adresser les priorités du développement du moment. Un peu d'histoire, c'est que dans la plupart de nos pays, pour remonter simplement à ce qui se passe il y a 30-40 ans, on a eu des difficultés à la fin des années 80, pour la plupart. Et les pays se sont retournés vers les institutions internationales, le FMI, la Banque mondiale, à l'époque, pour mettre en place ce que l'on a appelé les programmes d'ajustement structurel. Je prends cette borne-là, qui est récente, que beaucoup connaissent sans doute. Un programme d'ajustement structurel se met en place lorsqu'il y a un déséquilibre financier entre les ressources et les charges. C'est deux choses. Lorsque vos charges dépassent vos ressources, mécaniquement, on vous demandera d'ajuster et de réduire les charges. Vu que, à court terme, c'est plus difficile d'augmenter les ressources. Donc, de façon structurelle, les ajustements qui sont faits là ont visé simplement à réduire l'ensemble des charges non productives, etc. pour nos pays. C'est ça. C'est ça ce qui s'est passé de 1980, 1985 jusqu'à 90, 95, etc. Jusque, dans certains cas, à la fin des années 90. Après cela, un bilan a été fait au niveau international que les programmes d'ajustement structurel ont contribué à la paupérisation de nos populations. Elles sont devenues plus pauvres. Évidemment, c'était des objectifs financiers qui étaient visés dans les programmes d'ajustement structurel. Donc l'équilibre financier, l'équilibre macroéconomique a été obtenu, mais on n'a pas disposé des ressources nécessaires pour pouvoir actionner des programmes d'investissement massifs. Au plan international, cela également correspondait à la période où les Nations Unies ont commencé par jouer un rôle plus important dans ce que j'appellerais l'économie du développement. Et un fait marquant a été que un Africain, Kofi Annan, a pris le poste de secrétaire général des Nations Unies à l'époque et a conduit avec certains de ses pairs un processus qui a amené à l'établissement de ce qu'on a appelé les objectifs du millénaire pour le développement,
qui couvrait la période 2000-2015. Mais derrière les programmes d'ajustement structurel et le soutien des organisations Banque mondiale et autres, on a commencé par instaurer et exiger des différents pays, en réalité, l'élaboration d'instruments, d'outils de planification. Et pour sortir du programme d'ajustement structurel et adresser les questions de réduction de la pauvreté, il a existé dans la plupart donc, des pays ce que l'on a appelé l'élaboration des documents de stratégie de réduction de la pauvreté, qui étaient également des documents de programmation de 5 ans et autres, qui permettaient donc d'adresser les questions sociales de façon particulière. Certains pays ont connu plusieurs générations de documents de stratégie de réduction de la pauvreté. On dira le CRP 1, 2, 3, 4. Ça a duré 15 ans à peu près. Et à côté de cela, les objectifs du millénaire pour le développement qui étaient retenus à l'international ont été pris en compte à un moment donné et à côté des documents de stratégie de réduction de la pauvreté, il fallait élaborer des documents nationaux d'opérationnalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Tout ça, c'est la prise en compte des priorités au plan planification et la mobilisation des ressources nécessaires pour y parvenir. Les OMD sont arrivés à terme en 2015 et une nouvelle campagne, je dirais un nouveau cycle, a été engagé à l'international. On est passé de OMD à ODD, Objectif de développement durable. Dans le fond, ce n'est que des thématiques qui changent, mais bon. Et pour l'horizon 2015-2030. C'est ça que nous vivons en ce moment. Et les programmes soutenus par le FMI, la Banque mondiale, qui exigeaient l'élaboration de documents de stratégie de réduction de la pauvreté, ne sont plus exigés aujourd'hui. On demande à chacun des pays de faire leur plan à long terme et les partenaires, compte tenu des accords de Paris, etc., appropriation, alignement et tout ce concert, ils viennent soutenir les programmes de développement des pays. C'est ça qui a amené justement à une nouvelle génération de documents sous le leadership des pays que l'on appelle les plans nationaux de développement. Et au début, chacun des pays a utilisé les termes qui lui convenaient. Autour des années 2010, il y a eu la notion d'émergence. En se basant sur les dragons d'Asie et tout ça, certains pays africains se sont dotés de ce qu'on a appelé les plans d'émergence, où c'était devenu à un moment donné, disons, un effet de mode. On dit, bon, est-ce que notre pays, on ne choisirait pas l'émergence? Parfois, des documents ont été faits sans véritablement créer les bases de l'émergence. Et donc, nous avons pu noter quelques grands pays qui ont adopté depuis 2010 ou autour de 2010 des plans pour l'émergence. Et c'est le cas, par exemple, du Sénégal, qui a le plan Sénégal émergent. Ça a démarré depuis 2014, donc c'est un plan sur 10 ans qui est en cours là, qui se traduit. La Côte d'Ivoire, par exemple, également a fait un plan pour l'émergence. Le Rwanda également a fait pareil. L'Afrique du Sud, le Zimbabwe, etc. Donc, on peut également assimiler ces plans d'émergence qui est là, qui traduit l'objectif du gouvernement de passer le pays aux conditions de pays émergents comme étant des plans nationaux de développement aussi. Voilà. Et dernièrement, avec les ODD maintenant, on a des plans nationaux ODD. Et je n'oublierai pas que le même mouvement a été obtenu au niveau des communautés économiques régionales et même de l'Union africaine, qui a fait un plan de développement pour l'Afrique à l'horizon 2063, etc., etc. Il est espéré qu'entre ces différents instruments, il y a de la cohérence, de l'alignement
pour que l'objectif global soit atteint véritablement. Dans certains pays, les thèmes diffèrent, hein, mais en termes de contenu, c'est pratiquement les mêmes choses. Quand vous êtes en Guinée, par exemple, la Guinée a parlé de plan national de développement économique et social. Le Burkina également a parlé de PNDES. Quand vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est appelé plan national de développement. C'est la même chose au Togo, au Bénin, etc. etc. Voilà. Mais c'est à l'évaluation, il faut voir le thème et il faut voir l'étendue des questions de développement qui sont couvertes. Voilà. Alors, comment est-ce que le plan national de développement est élaboré ou quel est le contenu? Le plan national de développement couvre en général 3 grandes parties. Il y a une première partie systématiquement qui permet d'élaborer le diagnostic stratégique et de préciser en réalité les enjeux de développement qui se posent au pays, de mettre en évidence les forces, faiblesses et les opportunités qui se présentent au pays, à partir desquelles maintenant on fixe les objectifs sur la période donnée, les objectifs de développement, qu'on décline en termes d'orientation dans les différents domaines. En général, 4 domaines systématiquement sont couverts. On va voir le côté économique. On va voir le côté social. On va voir les questions environnementales et on va voir les questions de gouvernance. Systématique, c'est les 4 pieds. Jusqu'à un passé récent, dans le plan national de développement, c'est développement économique, social et environnemental. Okay? Mais depuis, compte tenu de l'importance de la gouvernance dans les résultats de développement, on ajoute le volet gouvernance. Après, dans l'exposition et dans la présentation, on peut faire ressortir certains thèmes pour édulcorer un peu et rendre marketable son programme. Ainsi, dans certains pays, on peut mettre l'accent sur l'emploi, on peut mettre l'accent sur le genre, etc. Le tout dépend de l'analyse stratégique qui est faite. Et la troisième partie d'un plan national de développement, c'est les mécanismes de mise en œuvre et de suivi et évaluation. On y retrouvera la planification des activités, leur financement, le cadre d'exécution et surtout le cadre de suivi des performances et naturellement le cadre institutionnel. C'est tout ça qui se retrouve au niveau des mécanismes de mise en œuvre et de suivi. Il est intéressant que cet exercice soit fait de façon vraiment participative. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, contrairement aux documents de stratégie de réduction de la pauvreté et autres qui étaient imposés parce que les pays étaient sous programme avec le FMI ici, c'est de la volonté des États, donc c'est sous le leadership des gouvernements souvent que les plans nationaux de développement sont faits. Et en général, c'est les cadres nationaux qui conduisent ce processus. Et quand c'est nécessaire, ils font recours à de l'expertise, ils font recours aux organismes d'appui et de renforcement de capacité, de financement, parce que cela appelle beaucoup d'études aussi et des rapports qui sont utilisés. Une approche participative et inclusive, parce que cela donne lieu à l'organisation de dialogue vraiment au plan national et il est souhaité que toutes les parties prenantes, toutes les couches de la société puissent y prendre part. Donc globalement c'est cela ce que l'on appelle le plan national du développement. Il vous revient, surtout les étudiants, de regarder chacun pour ce qui concerne son pays. Y a-t-il un document comme ça? C'est sur quel horizon? Ça couvre quel domaine? Et quels sont les acteurs en présence? Et pour les caractérisations dont nous avons parlé tout à l'heure, est-ce que selon vous, vraiment, ça s'est passé ainsi? Et est-ce que c'est vraiment un instrument vraiment de politique économique en vigueur dans le pays? Ça, c'est le petit devoir de maison
individuelle que je demande à chacun donc, de faire. Ceci étant dit, dans le cas du Bénin, pour rapprocher tout ceci à la réalité, quel est le système de planification? J'ai volontairement choisi d'insérer ce slide-là parce que peut-être certains ne connaissent pas le Bénin. Je ne vous choque pas parce que je n'ai pas encore rencontré ça ici, mais il m'est arrivé en échangeant avec des étudiants africains qu'ils fassent le mélange, ils ne connaissent pas la géographie africaine. Et donc, volontairement, j'ai inséré ceci pour dire le Bénin, c'est un petit pays, c'est 11 millions d'habitants, c'est 112 600 km², c'est en Afrique de l'Ouest, entre le Nigeria et le Ghana. Il y a deux petits pays là. Je ne sais comment ces pays-là ont été mis séparément. C'est le Bénin et le Togo. Voilà. Et c'est un pays côtier qui, au plan géostratégique, est à proximité du Nigeria. C'est exprès que la présentation est faite de cette façon. Nigeria parce que c'est la première économie africaine. Bénin à 700 km de frontières. Et en matière de gouvernance, de politique démocratique, aujourd'hui, c'est un des pays qui est cité en exemple. C'est un pays où les processus démocratiques se déroulent régulièrement avec des alternances sans tam-tam, si je peux parler ainsi. Et c'est aussi un contexte sécuritaire, un contexte de développement assez remarquable et qui, aujourd'hui, au titre des bons exemples qui peuvent être cités en Afrique, fait partie des groupes qui sont cités. Et en termes de performance, aujourd'hui, un seul indicateur que je donnerai pour caractériser les résultats donc des performances au cours des dernières années, c'est le taux de croissance que le pays a réalisé au titre de l'année 2021, qui est un taux de croissance de 7%. C'est la croissance la plus forte en Afrique de l'Ouest, alors qu'au niveau régional, on est à 3,5% dans un contexte de Covid. Okay. Je le dis exprès pour pouvoir justifier plus tard, en termes de mise en œuvre, ce qui a conduit, entre autres, à ce résultat. Okay. Et qui est la justification même de notre conférence. Alors, sur la question de planification de développement, comment est-ce que le Bénin s'est organisé? Depuis 1998, le Bénin a engagé un processus de planification à long terme qui lui a permis de mettre en place ce que l'on appelle les études prospectives. Donc, c'est... Je voulais pointer, mais ça ne passe pas. Donc, c'est la première étape à long terme. Donc, l'étape de la prospective a été réalisée en 98-2000. Et en 2000 déjà, le Bénin s'est doté d'une vision et a répondu à la question: que serait le Bénin en 2025? Donc, le quart de siècle a été traité. Et ce document, c'est ça ce que nous appelons communément la vision Bénin à l'AFIA 2025. Ok? C'est important. Ensuite, il y a les étapes de la planification. Il faut dire que, à ce niveau, en tenant compte du mouvement des objectifs du millénaire de développement des ODD, un plan national de développement a été actualisé finalement. Entre 2000 et 2015, pour le cas du Bénin, il n'y a pas eu de document de planification. Compte tenu de ce que j'ai indiqué tout à l'heure,
programmes avec le FMI, engagement Nations Unies, le pays a fait comme tous les autres pays, DSRP 1, 2, 3, 4. Cela n'a pas permis de respecter rigoureusement la logique de planification que j'ai déclinée tout à l'heure en termes d'objectifs, vision, plan, programme, projet. Okay? Mais il y a eu des DSRP qui ont été élaborés et des gouvernements successifs qui se sont passés sans qu'il n'y ait eu une certaine cohérence dans la projection et la planification. Mais à partir de 2015, mettons 2016, il y a eu un rattrapage du processus avec la nouvelle gouvernance qui a été mise en place. Et alors, depuis 2016, un exercice de planification a été fait qui a permis, pour le reste de la période de la vision, donc sur l'horizon 2018-2025, d'élaborer ce que l'on a appelé le plan national de développement. Et qui se traduit par des programmes, comme je l'ai indiqué, les programmes qui sont ceux exécutés par le gouvernement, les programmes d'action gouvernementale, les PAG, qui sont, eux, sur un horizon de 5 ans. Et c'est ça, justement, que vous retrouvez à l'étape de programmation des programmes. Et donc, aujourd'hui, nous avons pu avoir, pour la période 2016-2021, un programme d'action du gouvernement. Et nous venons de reprendre le second programme d'action du gouvernement qui couvre maintenant la période 2021-2026, et donc en cohérence avec le plan national de développement. Et tout ceci permet de dériver les plans de travail de chaque année, les investissements à faire et la budgétisation et la mise en œuvre au plan annuel découlent donc de cette programmation. Il n'est donc plus nécessaire aujourd'hui, dans le cas du Bénin en tout cas, qu'un partenaire débarque, vienne avec un projet que l'on accepte si ce n'était dans un objectif ou un programme préalablement retenu et validé par le gouvernement lui-même. C'est assez important. Et lorsque vous dérivez vos budgets, vos plans de travail, vos plans de consommation de ressources, de plans de passation de marché du programme, vous assurez le leadership et la cohérence donc, de votre action. C'est assez important. OK? Et on verra, bon, peut-être, sorry. Déjà ici, sur la dernière colonne, c'est important de dire quand même, en termes de positionnement, sur la colonne coordination, les rôles sont distribués entre les différents ministères. Entre le ministère qui s'occupe de la planification et du développement, qui est réellement à la conception, à l'élaboration et à l'appui, à la mise en œuvre, et le ministère qui est en charge de l'économie et des finances, qui gère tous les aspects de budget, de programme, et qui s'occupe de la mobilisation des ressources. C'est une structure assez simple, mais efficace en ce sens que cela donne une certaine habitude aux administrations. De sorte que, depuis 6 ans par exemple, au Bénin, nous n'avons pas connu de remaniement gouvernemental qui ait mis en cause la structure du gouvernement. Le nombre de ministères, du point de vue des fonctions, c'est connu, calé, et je dirais à la limite, c'est un peu exceptionnel, c'est pratiquement les mêmes acteurs qui sont à la tête de ces ministères depuis 6 ans. C'est un élément qui facilite également les échanges et l'exécution plus tard. Vous n'avez pas à renouveler, à reprendre tout le temps parce que le ministre a changé ou que le directeur est parti. C'est un cadre serein pour justement renforcer les capacités et mettre en place les structures et développer les outils qu'il faut. Ainsi, comme vous le voyez sur ce diapo,
le plan national de développement a permis de définir les choix stratégiques du pays à l'horizon de 2025. Il s'est traduit par les programmes périodiques sur le même horizon et surtout le programme d'action du gouvernement qui est l'instrument unique de pilotage de l'action gouvernementale. C'est là que les priorités sont traduites et exécutées. Et le cadre institutionnel est mis en œuvre conséquemment, de sorte que ce soit une réforme, que ce soit un projet, quel type d'action que ce soit, il faut faire, comme les spécialistes de projet le disent, un mainstreaming, un alignement justifié vraiment de la cohérence avant de donner l'autorisation d'exécution des activités. Et l'équipe gouvernementale s'est imposée cette règle-là et respecte cela rigoureusement. Ça permet d'avoir de la cohérence. Parce que ce qui se passe en général, c'est que ce cadre stratégique de planification, de programmation, quand vous observez, vous prenez du recul, il n'y a rien d'extraordinaire qui soit dit là. La plupart des pays élaborent les mêmes documents. En termes de conception, ce n'est pas que le pays est plus avancé que tel ou tel autre, non. Mais la réalité et l'enjeu, pour ce que je dirais le message tout à l'heure, c'est l'exécution. On peut se doter du meilleur plan, bien cohérent, etc. Mais est-ce que, en phase de mise en œuvre, on choisit d'exécuter vraiment, suivant les préconisations, suivant le plan stratégique que l'on a retenu? C'est ça le véritable enjeu. Et qui explique que, avec M. Alioune, lorsqu'on préparait cette affaire, j'ai dit, ce n'est pas nécessaire de présenter les grands axes. D'un pays à un autre, on retrouvera les mêmes problématiques. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre en œuvre pour pouvoir avoir le résultat escompté. Oui. Et que ce soit la vision, ODD et tout ça, c'est le discours que l'on retrouvera dans tous les pays. Donc, voilà ce qui me permet d'aborder la troisième partie de mon intervention, qui porte sur les enjeux, les défis. Et comme vous le noterez, le premier défi qui se pose à tous les pays et qui s'est posé également au Bénin, c'est le défi de l'exécution. Exécution. Exécution encore. Comment est-ce qu'on traduit en acte, en réalisation, les projets, les réformes et autres que nous avons retenus? Et là-bas, ce qui a été fait, c'est que très tôt, il y a 6 ans, tous les acteurs étaient conscients de ce que le défi, c'est celui de l'exécution. Et tous les choix qui ont été faits plus tard ont permis à tous les niveaux d'impacter, de lever les boulots d'étranglement pour faciliter l'exécution. C'est important. Et le premier niveau, c'est le cadre de gouvernance. Donc, comme je l'ai démontré tout à l'heure, la cohérence entre la vision, le plan, le programme, le projet, parfait. Je dois dire même un élément, c'est que dans ce pays-là, pour l'élection présidentielle, 2015 notamment, on a eu la chance que les grands candidats, je crois qu'il y avait plus d'une dizaine de candidats, mais les vrais candidats, avaient chacun un projet de société. Et la mobilisation de la société civile a permis à ces grands candidats de faire ce que j'appelle l'exposé grand oral, où chacun des candidats, micro à la main, est passé dans les différentes localités pour indiquer son projet, ses priorités. Et entre les deux tours, lorsque les deux finalistes avaient été retenus, il y a le débat. Débat de 3 heures.
bien préparé, public. Que voulez-vous faire? Éducation, ainsi de suite. Donc tout ceci a favorisé en réalité la prise en main, la maîtrise par la nouvelle équipe qui arrive déjà des priorités. Donc ils connaissaient les problèmes. À partir de ce moment, le programme d'action gouvernementale qui a été retenu est venu même avant l'élaboration du plan national de développement. Parce que, en termes de planification, c'est les problèmes à résoudre et les solutions. Les problèmes étaient connus, les solutions également préconisées étaient connues. Il s'agissait simplement de les agencer, de les prioriser dans le temps. C'est ça le programme d'action gouvernementale. Et lorsqu'il a été élaboré, le programme, le gouvernement lui-même le dit, c'est l'instrument unique, il n'y a pas un autre instrument quelque part. C'est le danger que nous avons dans la plupart de nos pays. On élabore les outils, on les met à côté, et ce qui se fait n'a plus de lien du tout avec ce qui est programmé. Oui. Et pour y arriver, ce qui a été fait dans le cas du Bénin, c'est que le président a mis en place une équipe qui veille à cela, à qui donne tous les pouvoirs pour se prononcer sur les programmations d'activités de tous les départements ministériels et de tous les organes publics qui répondent donc de la loi de finances. Donc il n'y a pas un seul franc CFA qu'on pourrait vous donner si en amont vous n'avez pas fait votre exercice de planification dans les délais, en proposant exactement comme le font les institutions, comme on le fait dans tout projet. Voilà mes priorités au cours de l'année. Voilà mon plan de travail annuel. Les activités que je veux faire, elles se justifient par telle chose, en respectant les canevas qui sont retenus, en exposant et en convainquant un comité qui est mis en place par le président de la République et qui apprécie tout cela. Vous imaginez, lorsque sur une vingtaine de ministères, vous êtes ministre et que vous devez plancher pour l'année et dire tout ce qui doit être fait dans votre département, vous êtes obligé vous-même de faire votre homework avec vos directeurs avant de vous présenter là-bas. Ce faisant, on donne l'autorité nécessaire à tous les acteurs qui sont sur la chaîne de planification, de programmation et de suivi-évaluation. Avant, il y avait toujours les DPP, mais les DPP faisaient leur programmation qui n'avait aucun lien avec ce qui s'exécutait. Puisqu'on a donné l'autorité, le DPP, c'est qui doit rendre compte désormais donc, de l'exécution à son niveau et qui doit justifier chaque dollar dépensé. C'est déjà le cas de gouvernance. Lorsque les partenaires techniques viennent, on leur dit, voilà nos priorités. Dans tel domaine, voilà les ressources que nous avons déjà eues. Nous souhaitons que si vous êtes partenaire technique dans tel domaine, que vous vous concentrez dans tel secteur. Et nous voulons que les procédures soient les mêmes. Nos procédures, travailler avec nous à les améliorer, mais nous ne voulons pas avoir N procédures. Ainsi de suite. Ça, ce sont des éléments concrets de vos cours, etc., que vous avez en gestion de projet, mais qu'on applique simplement. Il n'y a pas, en fait, une innovation, mais c'est surtout la volonté, je dirais l'exigence d'appliquer cela, qui est l'élément déterminant à ce niveau. Et de ne laisser personne en rade, personne s'amuser avec les règles que l'on s'est fixées. Derrière, il y a l'agenda des réformes. Il faut dire que pour changer les habitudes, c'est très difficile. Et donc, dans le cas du Bénin, le régime a même frôlé l'impopularité. Je ne sais même pas si jusqu'à aujourd'hui, il n'est toujours pas impopulaire sur certains choix qui ont été faits. Et je peux vous dire qu'à des moments donnés, au laboratoire, on s'interroge s'il faut faire ou s'il ne faut pas faire. Mais chaque fois qu'on est convaincu que la mesure, à long terme, a un impact positif,
même si elle est impopulaire aujourd'hui, ont choisi de le faire. Et ça, je peux vous dire que ça commence par se faire ressentir aujourd'hui sur le terrain. Pour la plupart, même pour ceux qui ne connaissent pas le Bénin ou ceux qui apprécient, on vous dit « Ah, il y a de bons progressifs, mais la méthode, telle méthode, on aurait pu faire ci, etc. » Je dis « C'est très bien. » Mais sur le fond, on y est arrivé. Il y a les spécialistes de l'environnement ici. Je vais vous donner un exemple. Personnellement, moi, au début, qui m'avait beaucoup perturbé. Avant de travailler pour le Bénin, je viens des Nations Unies où j'ai fait 10 ans. Voilà qu'on veut faire un programme d'assainissement urbain dans la ville de Cotonou qui amène justement à déloger les populations qui occupent illégalement les trottoirs. Quand on prend la loi, le trottoir ne vous appartient pas, c'est un espace public. Mais chez nous, c'est là-bas que toute l'activité, c'est là, le commerce, de sorte que dans certains endroits, vous ne savez même pas qu'il y a le trottoir. Un peu comme ici, malheureusement, vous vous rendez compte que vous êtes en train de marcher sur la voie alors que le trottoir est là. Et on veut aménager les rues et tout. Et à l'issue des réflexions, au quartier général, on choisit, même lorsque le projet n'a pas démarré, de dégager les gens des trottoirs. On n'avait pas fini les études de faisabilité. Mais il a été retenu que la première action, après les sensibilisations, c'est de demander aux gens simplement de ne plus occuper les trottoirs. Et que l'on dégage partout en Cotonou. C'était difficile pour moi de supporter cela. Mais plus tard, j'ai été convaincu. On m'a expliqué ceci. Le message que le réformateur veut passer, c'est de dire à chaque citoyen béninois qu'on n'occupe pas le trottoir. Et que même si on n'avait pas un projet d'aménagement de routes, on n'avait pas à tolérer que les gens occupent les trottoirs. C'est cet effet de réforme audacieuse et le message qui voulait être passé, tout en continuant l'étude de faisabilité du projet, que l'on dégage les gens de cette façon, que certains qualifiaient vraiment d'inhumains, d'irresponsables. On n'a pas mis en place les mesures sociales pour accompagner, etc., etc. Mais aujourd'hui, figurez-vous, quand on fait l'évaluation, dans toutes les communes du Bénin, quand vous vous hasardez à vous intéresser sur le trottoir, c'est même la dame passant qui va vous dire il faut vous dégager, vous ne pouvez pas rester là. C'est ça aussi le résultat. Et donc, à certains moments, il faut choisir entre le populisme et la réalité des choix que vous faites. Et si vous n'êtes pas courageux, vous n'avez pas une équipe de gens vraiment engagés, tout de suite, vous reportez à demain et les situations vont de mal en pire. La dépolitisation de l'administration et la gestion des entités productives, c'est un choix également qui a été fait au niveau du Bénin, où clairement, aujourd'hui, pour être directeur général d'une société, vous n'êtes pas tenu d'être membre du parti. Il a été développé un répertoire des hauts emplois. Évidemment, quand on parle de choix, on choisit ce qu'on connaît. Mais l'effort a été fait de laisser la place à la compétence. Œuvre humaine, il y a certainement des insuffisances, mais l'option clairement affichée, c'est celle-là. Et cette année, l'actualité est là pour ceux qui s'intéressent. Après avoir fait la réforme au niveau de l'État, on descend maintenant au niveau des communes pour procéder de la même façon. En ce moment où je vous parle,
nous disposons de 77 communes. En dehors des mandats électifs du maire et de ses adjoints, l'exécutif communal est désormais animé par des équipes techniques qui ne sont plus le choix du parti ou des partisans du maire au niveau local. Il y a 6 à 7 postes dans chaque commune qui ont fait l'objet d'appels à candidature, de recrutement au plan national où des bases de données ont été constituées et les occupants donc, de ces postes, après qualification, sont tirés au sort. La semaine dernière, par exemple, l'ensemble des 77 communes, devant caméras et autres dispositifs de la loterie nationale, chaque maire, pour le poste de secrétaire exécutif, il passe et il tire. Donc, les jeunes qui sont là, même sans connaître quelqu'un, lorsque les concours sont faits dans les conditions régulières, cela leur donne de l'espoir. Même chose pour les postes de directeur technique, des services techniques, et spécialistes passation de marché. Ça s'est passé encore là, tirage au sort, public. Oui, c'est les moyens qui ont été retenus là pour pouvoir dépolitiser un peu l'administration. Si on permet au maire d'amener les gars de son parti et tout, c'est clair, il y aura de la collusion, rien de transparent ne se passerait. On espère que ces gens-là, par la suite, ne seront pas phagocytés et qu'ils travailleront. Mais pour le moment, c'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait déjà depuis 5 ans au niveau des postes sensibles de l'administration, comme directeur des administrations, de l'administration et des finances, d'un ministère. Quand non seulement on fait des évaluations pour les qualifier, mais la loi a imposé un nombre des mandats. Ils font maximum 3 ans au poste. Quand ils finissent les 3 ans, vous êtes tenu de les renouveler. Et l'équipe du ministère se rend au niveau de l'équipe qui gère la base de données et fait un tirage au sort. Tout simplement. Donc, on vous nomme ministre, mais vous n'avez plus vraiment, en dehors du choix de votre directeur de cabinet et peut-être son adjoint, vous n'avez vraiment plus la main pour le reste. Donc les fonctions fondamentales DAF, DPP et autres, c'est le même processus. Passation de marché, c'est pareil. Et de ce fait, ils obtiennent la formation nécessaire. Ça leur permet vraiment de travailler plus librement. Cela ne veut pas dire que dans l'exercice, il n'y a pas de difficultés, puisque c'est des hommes. Il arrive qu'après tous ces processus-là, entre le ministre et puis ceux qui sont tirés là, ça n'aille pas, et qu'on soit obligé d'arrêter un contrat et puis de revoir. Mais derrière ce processus également, on a revu les conditions salariales pour ces gens-là. Ce n'est pas encore les conditions salariales pour tout le monde, mais compte tenu des risques à ces postes-là, les conditions sont revues et les contrats sont vraiment à minima alignés sur ce que, pour les mêmes postes, vous obtenez auprès des organismes internationaux en fonction dans le pays. Vous êtes un spécialiste de suivi et évaluation et tout, vous avez 2 millions de francs CFA. Vous êtes un DAF, et ainsi de suite, clairement. Et derrière, il n'y a plus ce qui se passait où quelqu'un a un poste, on le met DAF, on lui donne 300 000 francs. Quelqu'un qui a un niveau de revenu déjà de 1 million, s'il accepte un poste de 300 000, sachez que la différence est obtenue. Autrement, vous le mettez à risque. C'est cela. Donc, le choix a été fait d'accompagner, de donner la rémunération qu'il faut, mais d'être plus exigeant derrière. Voilà. La mise en œuvre effective de la gestion axée sur les résultats. J'avais déjà indiqué cela. Début de l'année, au cours de l'année, déjà, il faut valider tous les plans de travail. Il faut veiller à appuyer les unités d'exécution pour qu'elles obtiennent les ressources nécessaires. Également, les aider dans le reporting, les rapports trimestriels et tout le reste. Et ceci
toujours dans une logique de réforme du cadre de gouvernance aussi des sociétés d'État. Je donnerai un exemple sur ce qui concerne les sociétés d'État. Il n'a pas été choisi au Bénin, comme dans certains cas, de procéder à la privatisation des sociétés d'État. Mais le choix qui a été fait, c'est de garder les sociétés, donc dans le giron de l'État, mais d'appliquer une gestion privée. Et pour ça, c'est des mandats de gestion qui sont attribués à des entités privées. Et pour le moment, ça donne de bons résultats. Je vous donne un exemple. Le port autonome de Cotonou. Le gouvernement choisit que ce port soit le port le plus dynamique de l'Afrique de l'Ouest. Ailleurs, c'est des concessions données à Bolloré et autres. On dit non, on ne fait pas ça. On garde le port. Avant, ce qui se passait, c'est que le président et le ministre des Transports nomment le directeur général du port. C'est celui du parti ou celui le mieux loti. Et ça fait l'objet vraiment de grande concurrence. Compte tenu des intérêts liés à ce secteur, le directeur général du port est plus puissant que le ministre des Travaux publics. Depuis 2016, le président dit à qui je vais donner ça? Ça ne marchera pas. Si je mets le port pour financer vos partis, ça n'irait pas. On fait une loi sur le financement des partis politiques. Et on fait d'abord une réforme pour diminuer le nombre de partis politiques. Et lorsque vous franchissez toutes les étapes et vous devenez un parti légal reconnu par l'État, on vous finance. Donc les ressources publiques vous sont données en subvention. Donc les partis politiques au Bénin, pour pouvoir fonctionner, en fait, bénéficient de subventions publiques. Et derrière, justifient leurs dépenses et l'inspection générale d'État va vérifier l'utilisation des ressources. Parce qu'il faut les partis politiques. Et les partis politiques doivent contribuer à l'animation de la vie politique. Ça, c'est le choix qui a été fait. Parce que, précédemment, les détournements qui se font dans les sociétés d'État, c'était au profit du fonctionnement du parti. Et derrière ces sociétés, pour revenir à l'exemple du port de Cotonou, on dit nous gardons la propriété, mais nous allons chercher les sociétés qui ont pignon sur rue et qui peuvent gérer le port pour notre compte. On a fait un appel d'offres international et tout. Et c'est l'autorité portuaire de Anvers, le port d'Anvers en Belgique, qui a gagné cet appel d'offres. Et donc l'équipe qui dirige le port de Cotonou, recrutée, c'est l'équipe du port d'Anvers. Ils dirigent la société, donc en tant que prestataires, ils ont une rémunération, on leur assigne des objectifs et c'est eux qui délivrent. Il y a un conseil d'administration et ils proposent le plan d'investissement, l'État va chercher les ressources et ils le font et nous leur disons nous voulons être comme le port d'Anvers. Depuis 3 ans, bientôt 4 ans, ça donne des résultats impressionnants. Au point où le port autonome de Cotonou aujourd'hui dispose des états financiers et dans exactement 2 mois, ira sur le marché financier pour emprunter de l'argent pour financer son plan d'investissement. Nous avons déjà, en 2019-2020, expérimenté le fait que, compte tenu du regain d'activité et des recettes, des prévisions de recettes, on puisse utiliser les ressources du port autonome de Cotonou pour financer le développement. Pour ceux qui connaissent Cotonou, vous arrivez à l'aéroport de Cotonou, tout l'aménagement qui est fait de l'aéroport, qui passe par le boulevard de la Marina jusqu'à la loterie et tout ça, c'est fait sur financement apporté par le port autonome de Cotonou. Donc, comme toute entreprise le fait, un business plan valide, avec des projections de recettes et tout, un dossier de financement, et donc vous voyez la contribution
le fait d'instaurer une bonne gouvernance, la contribution d'une structure publique au financement et à la réalisation d'un plan national de développement. Quand on parle de financement innovant, c'est aussi ça. Au lieu de laisser la structure couler, être budgétivore, on peut, avec la bonne gouvernance, les règles que l'on se met en place, la rendre productive et elle contribue, elle apporte. La richesse est là. Et donc, quand vous prenez la dette du Bénin aujourd'hui, en fait, ce qui contribue à réaliser le projet dont je viens de parler est plutôt porté par le port. Vous voyez, même si globalement c'est dans la dette publique, à premier degré, c'est calé sur des recettes et cela ne grève pas sur l'endettement du pays. C'est ça qui, entre autres, permet d'attaquer plusieurs chantiers. Le même scénario est réalisé au niveau de la Société béninoise d'énergie électrique. On dit on ne privatise pas. Même processus, délégation, c'est Manitoba Hydro International, ce sont des Canadiens qui gèrent la société. Le DG est proposé par eux, les directeurs techniques, etc. Et ils travaillent. Et il y a un conseil d'administration à qui leur donne vraiment les instructions et ils rendent compte. Moi, par exemple, je suis le président du conseil d'administration de la SB2E, la plus grosse société, production d'énergie. Je siège avec mon conseil d'administration, 7 personnes, c'est le DG qui planche. À la fin de l'année dernière, il n'a pas atteint les performances, on l'a viré. Évaluation correcte, conseil s'est tenu, 48 heures, c'est fini. Et cette société a été amenée à remplacer tout de suite. En temps régulier, qui suis-je moi pour aller m'asseoir pour virer un DG de société d'électricité? C'est le cas de gouvernance. Si je ne le faisais pas, moi, on va me virer de l'autre côté. Parce que c'est un contrat de performance clair. C'est écrit, noir sur blanc, voilà les indicateurs que vous devez atteindre. Vous n'arrivez pas parce que non performants, voilà. Et je pense que c'est ce qui se passe ici. Et donc, il est possible d'appliquer dans un contexte public les règles de gestion privée et d'avoir des impacts importants. C'est ce que nous sommes en train d'expérimenter et qui est possible. Je peux multiplier les exemples. L'aéroport de Cotonou, la Société des aéroports du Bénin, comme on dit, on a recruté Aéroport de Paris, ingénierie, c'est eux qui nous aident, on paye, on n'est pas satisfait, on bloque, ainsi de suite. C'est plus simple, ça a ses avantages, ses inconvénients, mais c'est le choix qui est fait. Le temps que les cadres nationaux soient disponibles, préparés pour prendre le relais, donc on a la propriété. Vous voyez, pour certains, on dit, oui, c'est des ressources importantes payées à des étrangers, etc. Non, il faut, en tant que spécialiste, analyser et faire l'analyse de coût d'opportunité, ce que l'on gagne et ce que l'on perd. C'est assez important. En matière d'exécution, lorsque vous finissez donc de définir tous vos projets et programmes, etc., comment est-ce qu'il faut arriver à le faire? Quelques éléments, c'est ce que j'appelle la culture de l'exécution, le changement d'approche. Dans la définition des projets, dans les modes, dans la définition des mécanismes de mise en œuvre, nous mettons l'accent sur l'exécution. Et c'est systématique. Il y a des ateliers clairs où, quand on a tel projet, telle activité, telle réforme, où se situeraient les problèmes, tout simplement. Et on les règle en amont. Ou on cherche, j'utilise bien le mot que je veux, on cherche volontairement des voies de contournement pour aller. Quitte à ce que cela amène à aller modifier ou enfreindre à une règle. Lorsqu'on est convaincu, on estime que le moyen pour y arriver ne peut pas être un obstacle. C'est cela. Et pour cela, dans l'approche, lorsque le programme d'action du gouvernement a été élaboré, on a mis du temps pour la préparation des projets. Ça part de l'identification du projet et la conduite des études de faisabilité. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, si vous allez chercher des financements, vous allez faire
tout le processus d'obtention de financement. Mais si vous n'avez pas votre projet qui est prêt, on perdra beaucoup de temps pour pouvoir conduire les études de faisabilité. Donc la plupart de nos pays, on a les plans nationaux de développement qui regroupent de bonnes intentions. Les fiches de projet, on veut construire un barrage, on veut faire telle route, etc. Tout le monde a les bonnes intentions. Mais dans notre cas, on s'est rendu compte que sur un mandat de 5 ans, sur un programme, pour pouvoir réaliser cela, il ne faut pas attendre que ce soit le bailleur qui va financer, qui vienne réaliser les études de faisabilité. Parce que le cycle de projet international est tel que les ressources qui permettront de faire cette étude de faisabilité feront l'objet d'accords. Donc vous allez faire tout le cycle pour obtenir des ressources, pour faire les études de faisabilité. En 5 ans, vous n'aurez pas fini de conduire ces études-là. Donc dans le cas du Bénin, ce qui a été fait, on a mis en place un fonds national pour les études de faisabilité. Plusieurs milliards. On dit, les partenaires, nous n'avons pas besoin de votre argent pour faire les études de faisabilité. Parce que nous voulons aller vite. Par contre, puisque dans la stratégie, derrière chaque fiche, on a déjà défini le modèle, le type de financement, le partenaire vers qui il faut aller, si j'ai un projet de route, par exemple, que je veux soumettre au financement de la BAD, le fonds d'études de faisabilité est là. Je demande à la BAD, partage avec moi la base de tes consultants qui réalisent pour toi les études de faisabilité. Passez-nous les contrats et nous signons les contrats avec ces gens-là sur nos ressources pour aller vite. C'est l'une des clés de réussite du Bénin. Ça a fait qu'au bout de 2-3 ans, à partir de 2018, on a commencé par disposer des études de faisabilité faites suivant les normes internationales. Désormais, il n'y a plus d'études techniques faites, il n'y a plus d'études de dossiers de financement sans qu'il y ait une étude d'impact environnemental, etc. On fait tout systématiquement. Et avec l'expertise internationale. Pourquoi? Si vous ne le faites pas ainsi, après, lorsque vous enverrez les dossiers, les partenaires vont rejeter. Parce que c'est un réseau. Tant que les consultants qu'ils utilisent n'ont pas mis leur visa, c'est comme si le papier n'est pas bon, quel que soit celui qui l'a fait. On a compris ça. Nous-mêmes, on était de leur côté. Et donc, on a inversé le rôle. Et désormais, au lieu d'attendre que la recherche du financement pour les études de faisabilité fasse 2 ans, tout de suite, après l'idée de projet, on a lancé les études de faisabilité. Évidemment, les études de faisabilité ont permis, dans certains cas, de renoncer à certains projets ou de les différer. Parce qu'entre l'idée de projet et les réels résultats techniques, il y a parfois des écarts. Et donc, les arbitrages sérieux sont faits à ce niveau-là. Ensuite, du point de vue de l'exécution, quelles sont les entités qui doivent exécuter les projets? On a fait une approche radicale, qui est que la gestion d'un projet relève d'une profession. C'est un métier, la gestion de projet. Et il ne suffit pas, par exemple, d'être au ministère de l'Éducation pour être qualifié pour conduire un projet de construction d'infrastructures dans le secteur de l'éducation. Un projet de construction se fait avec les spécialistes génie civil, gestion de projet, etc. Ce n'est pas le travail, excusez-moi, d'un professeur de ci et ça. Or, ce qui se passe, c'est que quand on a le programme d'investissement public, les ministères ont leur projet, on définit les chefs de projet, et ça se fait, c'est du moment où est l'État. Donc, cela a été tranché. Et l'État a mis en place en son propre sein des agences d'exécution, qui sont des agences publiques, qui travaillent pour son compte. Ce ne sont pas des agences privées. Mais ces agences-là, un peu comme nous l'avons dans les unités d'exécution de projet, on va chercher les compétences à l'extérieur, on leur donne les rémunérations nécessaires et ils conduisent pour le compte de l'État les différents projets. Ça fait qu'au Bénin,
on n'a pas eu une seule agence, comme certains pays ont fait, agence des grands travaux, où on sélectionne les grands travaux, on confie à cette agence et le reste, on s'en occupe. Non, on a mis en place des agences par secteur, qui sont des agences nationales, qui sont rattachées à la présidente de la République, qui travaillent dans les secteurs et qui reçoivent leurs ressources des secteurs concernés, donc des ministères. Et ces agences d'exécution sont dans un rôle de maîtrise d'ouvrage délégué et conduisent les procédures, et cela permet d'avoir une masse d'opérations qui se fait simultanément, que ce soit dans le secteur de l'énergie, éducation, tourisme, etc. C'est l'approche qui a été retenue. Et dans ces conditions-là, on ne permet pas aux ministères directement de conduire leurs projets. Les ministères sont dans un rôle de supervision. Je suis au ministère du Tourisme. J'ai dans mon portefeuille la construction de musées, par exemple. Construction. Ministère du Tourisme, je m'adresse à l'agence qui développe le patrimoine. C'est cette agence-là qui va conduire sur tous les aspects opérationnels le projet de construction. Et alors, le ministère du Tourisme va affecter les ressources nécessaires à cette fin-là. Et à partir de ce moment, le ministre va s'occuper de tous les aspects de régulation, de suivi du secteur. Et tout ce qui concerne l'exécution, day to day, se fait à la fin. C'est ça, la mécanique qui a été mise en place. Ensuite, la mobilisation des ressources humaines et des compétences à travers les agences et tout ça, comme je l'ai indiqué. La procédure d'exécution des projets, c'est un boulot d'étranglement aussi. Ne serait-ce qu'en parlant des procédures de passation de marché. Les délais sont très longs. En 4 ans, le Code des marchés publics a été touché 6 fois. Chaque fois qu'il y a nécessité de sauter un boulot d'étranglement, on le fait. Parce qu'on ne peut pas avoir la primauté de la procédure sur l'efficacité de la dépense. C'est cela. Ça fait qu'aujourd'hui, quand une étude est bien faite, les méthodes de sélection sont connues et tout, on n'hésite pas à faire le gré à gré, à partir d'une analyse claire des compétences qui peuvent faire le travail. Et le gré à gré, volontairement, remonte jusqu'en Conseil des ministres. Donc, ça permet à tous les acteurs d'analyser et de se persuader de cela. Ensuite, le code a été simplifié dans toutes ses dispositions et décentralisé complètement. Que ce soit dans une mairie, dans une agence, il y a des unités et on a mis beaucoup de ressources pour former et recruter les spécialistes de passation de marché. Mais derrière, on a mis le gendarme. On a mis le gendarme, main libre pour tout le monde. Mais si vous fautez, vous répondez. Donc le véritable problème de la gouvernance, je finirai là, ce n'est pas simplement de tracer les cadres, mais également de mettre un régime de sanctions en place, ou tout au moins un régime de, je dirais, de réponse et de responsabilité en place. Le régime a mis en place non pas une institution qui va traquer la lutte contre la corruption, dénoncer et tout ça, mais a mis en place une cour de répression des infractions économiques. Donc, c'est très facile, lorsque vous décollez, de répondre devant cette cour. Et volontairement, les tests de cette cour-là ont été faits de sorte à lui donner l'indépendance, mais à lui donner un marteau qui est très lourd. Et donc, c'est des sanctions en termes de dizaines d'années d'emprisonnement. Du coup, tout le monde a peur, certes, mais ça permet de fouetter l'exécution. Le cadre, pour ce qui concerne le partenariat public-privé aussi, a été mis en place.
La clarification des rôles et responsabilités en matière de gestion de projet aussi. La professionnalisation sur la chaîne d'exécution des projets, j'en ai parlé, ainsi que la fluidité dans la chaîne de dépenses. Il n'est pas rare de voir qu'après plein d'efforts, au niveau du ministère en charge des finances, les dépenses ne sont pas faites, les décaissements, etc. Il y a un dialogue permanent qui est instauré à ce niveau, ce qui permet donc de prioriser les projets et de mobiliser les ressources qu'il faut. Plusieurs réformes de simplification des marchés publics, j'en ai parlé. Le suivi effectif piloté de la présidente de la République avec un dispositif d'alerte qui est là. Il y a ce qu'on appelle dans mon département les unités présidentielles de suivi. Donc j'ai des cadres spécialistes de suivi qui sont sous mon autorité et qui couvrent tous les secteurs. C'est une équipe de 2 à 3 personnes, celui-ci dans l'énergie, celui-ci dans l'éducation, justice, etc. Et leur rôle, c'est de faire le suivi de toutes les activités des secteurs qui sont sous leur responsabilité. De débarquer, d'aller. Il n'y a pas de contraintes, ils n'ont pas leur lettre de mission, c'est une lettre de mission permanente. Et donc, sur tel projet qui a sur le parc, il y a depuis telle heure ou tel jour, on a envoyé les factures, ce n'est pas payé. Leur rôle, c'est d'aller savoir, questionner pourquoi ce n'est pas payé. Voilà. Et quand ça ne va pas, d'alerter. Ah non, on a eu tel nombre de braconniers, voilà, là-bas. Ou APN, vous qui gérez le parc, pourquoi est-ce que c'est le cas? Expliquez-nous ainsi de suite. Donc ce mécanisme d'alerte également fonctionne et est très très utile. Et avec les services de renseignement, on sait avec précision ce qui se passe et comment le pays fonctionne. L'implication des autorités locales et des bénéficiaires dans le suivi des projets aussi. Sur les projets, on met vraiment en place également les cadres des comités de pilotage pour valoriser la contribution des régions. Au plan du financement, je vais dire très très rapidement, un gros travail a été fait sur la mobilisation des ressources internes. La mobilisation des ressources internes, c'est tout ce qui concerne les recettes intérieures. Okay? C'est une problématique dans tous nos pays où on est là à tendre la main et on ne fait pas l'effort nécessaire. Au Bénin, on n'a pas touché aux différents impôts, mais on a travaillé beaucoup plus sur l'assiette. On a travaillé sur la formalisation des activités et on a travaillé surtout sur les moyens de collecte des recettes internes. C'est ça qui a permis de disposer de beaucoup d'argent. En réalité, pour ceux qui ne payaient pas les droits et tasses avant, ça apparaît comme de nouvelles tasses, mais du point de vue des tests, on n'a pas changé. Je vous donne un exemple. La collecte de la TVA. Tous les achats que nous faisons sont grevés de 18% de TVA. La loi fait obligation à toute entreprise de collecter pour le compte de l'État la TVA. Donc lorsque vous et moi, consommateurs, nous allons dans une boutique et nous achetons, en réalité, nous payons déjà la taxe sur la valeur ajoutée. Mais pour que l'État obtienne cela comme recette, il faut que au niveau de la boutique, il y ait un système comptable et de reporting pour que lui verse les 18%. C'est à ce niveau que tout se passe. Les gens ne versent pas la TVA. Donc on a instauré ce qu'on a appelé la facture normalisée. Progrès technologique aidant, d'abord, il faudrait que, au niveau de la boutique, il soit répertorié par le service des impôts et qu'il ait un identifiant fiscal unique. Donc tout Béninois aujourd'hui qui veut faire une transaction avec l'administration, pendant des années on a tout fait et chacun devait disposer de son identifiant fiscal unique. Quand vous êtes fonctionnaire, vous connaissez votre matricule, on doit y associer votre identifiant fiscal unique. Quand vous êtes donc un opérateur, c'est pareil. De sorte que les agents économiques, lorsqu'ils vont faire leurs achats, derrière, ils reçoivent un reçu sur lequel la TVA est mentionnée et immédiatement à travers une machine qui est connectée au serveur des impôts.
Donc les impôts savent que sur les 1000 francs d'achat, ou bien les 118 que vous avez fait, les 18 francs, sur votre achat, c'est capté automatiquement. Donc l'opérateur qui est là n'a plus de possibilité de tricher. Ouais. Ça seul a permis de multiplier par 3 les recettes intérieures. Et ça, tous les pays peuvent le faire. Tous les pays peuvent le faire. Et désormais, on dit, pour les règles de concurrence, vous ne pouvez pas participer à un appel d'offres de l'État si vous n'êtes pas en règle vis-à-vis du fisc. Si vous êtes politicien et que vous voulez aspirer à une fonction élective, vous devez avoir le quitus fiscal vous-même. Et comme derrière, on a déjà, pendant des années, à travers des techniques déguisées, permis de recenser les biens des uns et des autres, quand vous arrivez, on sait combien de parcelles vous avez, si vous avez payé l'impôt ou le foncier bâti, non bâti, etc. On sait. Et c'est informatique. Vous-même, vous allez sur votre plateforme, vous voyez qu'on rattache à vous tous les biens dans différentes localités. Ça apparaît comme la pression, mais c'est le chemin obligé pour pouvoir réaliser les choses. Derrière, la bonne signature du Bénin lui a permis d'accéder également à des guichets qui ne sont pas habituellement utilisés par les pays africains. Au point où aujourd'hui, le Bénin a fait une procédure très longue de notation par les agences internationales, on est coté et tout, et cela nous permet même d'aller mobiliser sur le marché européen, on mobilise en euros, ce qu'on appelle les eurobonds. Donc on mobilise des ressources sur le marché européen. La dernière opération a permis de mobiliser des ressources sur 33 ans à des taux de 2-3%. Donc c'est la résultante vraiment d'un travail macroéconomique et de soutenabilité financière assez correct qui est fait et qui passe par une gestion efficace de la dette et le recours au financement innovant, donc tous les guichets possibles. Malgré tout cela, sur la norme régionale en ce qui concerne l'endettement de 70% du PIB, le Bénin est quand même autour de 49%. On a encore suffisamment de marge de manœuvre. Beaucoup posent la question, mais comment est-ce que vous arrivez à faire tout cela? C'est la clé. Donc les facteurs de succès, c'est la forte implication des autorités dans la gouvernance. On ne prêche pas pour les autres, mais on le fait, on donne l'exemple. Okay? Et cette dynamique est impulsée par le président de la République et l'implication de chaque membre du gouvernement, ainsi que les points réguliers, les mécanismes qui sont mis en œuvre. Les équipes d'exécution et de pilotage de bon niveau, c'est important. C'est pour ça que moi je salue l'université ici qui a une filière management et une filière gestion de projet. C'est des gens qui ont de l'avenir. Et beaucoup de pays ont besoin de ça. Ça, c'est réel. Et quand on dit gestion de projet, c'est applicable à tous les secteurs. L'expérience personnelle que je fais, moi, est telle que ce soit les sujets de défense, les sujets de santé ou des sujets même de mine, on se retrouve toujours, c'est une question de logique. Voilà. La capacité de mobilisation des financements et aussi la capacité de mobilisation de tous les acteurs à l'effort de communication. Voilà ce que je peux partager avec vous. Je m'excuse d'avoir été trop long. Merci. Merci, Monsieur Oussou. Vous avez contribué à l'effort de communication du gouvernement béninois, je pense. Je crois qu'on vous reconnaît comme un acteur à la fois important et engagé, et surtout qui croit à ce qui a été fait. Et je crois que vous pouvez être fier de ce qui a été fait, même si j'imagine dans l'assistance, peut-être même chez les Béninois ici présents, il y aura des questions critiques peut-être par rapport à ce que vous avez dit. On va laisser la parole à l'audience, je pense, pour quelques questions. Je ne sais pas à quelle heure les bus sont prévus, 18h30 19h. Ah bah ça va, donc on a plus de temps. Oui, 18h30, il y a l'iftar quand même à peu près. Donc on va se donner maximum, grand maximum, 30 minutes, 20 minutes, 30 minutes pour quelques questions. Merci.
On va prendre 5 questions dans le premier temps pour faire bon par bon. D'accord? Donc, vous allez poser votre question. Merci à vous. Je suis Charlotte Ezebada en gouvernance et management public, béninoise et fière, encore plus ce soir. J'ai une question. Dans votre développement, on semble que tout se passe très très bien, qu'il n'y a pas de problème au Bénin, même si on sait ce qui se passe actuellement. C'est une petite question de relance que j'ai, là où vous avez parlé de privatisation et de gestion déléguée. On parle de gestion déléguée et non de privatisation. Donc, j'aimerais demander, à ce niveau, vous avez dit qu'on fait la gestion déléguée pour permettre aux cadres nationaux d'être prêts afin de pouvoir leur déléguer la gestion. J'aimerais demander quel travail est fait pour que les cadres nationaux du pays puissent être prêts en termes de gestion et de bonne gouvernance. Et pendant combien de temps vous pensez que cette gestion déléguée aux pays étrangers va durer? Merci. Merci. Merci, je suis Abdul Gadri Diallo, département santé guinéen. Voilà, merci pour la présentation et le partage d'expérience. Maintenant, ma question, c'est par rapport au plan. Je veux savoir en première position, est-ce que le plan fait l'objet d'une révision? Et deuxièmement, si on a des situations qui se posent, et étant donné que la problématique n'est pas prévue dans le plan pour le pays, quelle est la conduite à tenir? Merci. Merci. Moi, je suis Claverning Ganz, alumni de la 17e promotion ici même à l'Université Senghor. D'abord, merci pour l'exposé, mais j'aimerais revenir sur 2 points. Le premier point concerne une discussion qui reste en suspense jusqu'à maintenant. On l'a commencé avec mes camarades de la promotion, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas eu une réponse réellement, très exacte. Sur ces taux de croissance économique qui sont souvent mentionnés dans les documents des institutions internationales telles que la Banque mondiale, FMI, BAD, on trouve réellement qu'il y a des croissances. Les chiffres se voient. Mais lorsqu'on se rend sur terrain, on ne sent pas réellement les évolutions qui sont à la hauteur de ce qui a été dit. Donc, la première interrogation qui survenait, les uns commençaient à ne pas avoir confiance à ces chiffres, disant que c'est biaisé. En tant que quelqu'un qui a été au sein des Nations Unies et qui est maintenant au sein du gouvernement, qu'est-ce que vous en dites? Le second point concerne ces plans que vous avez évoqués précédemment. Vous avez dit que pour le moment au Bénin, il n'est plus possible que quelqu'un débarque pour proposer un projet qui n'est pas cohérent à ce qui a été planifié. Mais la question qui se pose ici, je ne sais pas si vous planifiez à la hauteur des moyens disponibles ou bien vous pensez aux endettements. Et les dettes, on sait toujours que les dettes, bien les dons, sont toujours suivis par des conditions. Partant par cette réalité que la main qui donne, c'est la main qui commande. Je ne sais pas si vous ajustez, vous acceptez des ajustements tout en respectant ce qui a été planifié, ou bien vous refusez catégoriquement. Parce qu'il y a des pays qui sont dans l'embarras de choses. Lorsqu'on n'est pas à la hauteur d'avoir les moyens pour exécuter ce qui a été planifié, on n'y arrive pas. On reste dans des choses abstraites. Qu'est-ce que vous en dites ce soir? Je vous remercie. Bonsoir. Merci, cher docteur, pour cet exposé qui m'a vraiment touché. Dès que j'ai entendu parler du plan national de développement, moi, ça m'a tout de suite intéressé. Les questions qui touchent le développement de l'Afrique et ceux de mon pays, du Tchad en particulier, m'intéressent beaucoup. De ce point, je voudrais partager une expérience et avoir votre
avis là-dessus. C'est principalement ce qui m'a amené dans cette conférence. En fait, nous avons connu des problèmes dans une partie du Tchad, dans une région du Tchad, qui a été assez délaissée quand même sur le plan de développement et tout ça. Et récemment, nous avons connu des problèmes assez graves. Et les anciens, les aînés qui étaient là discutaient politique, qu'est-ce qui n'a pas marché et tout cela. Et tout de suite, moi, je leur ai dit qu'au lieu de toujours s'attendre à l'État, de voir ce que l'État peut faire, on peut se demander qu'est-ce que nous pouvons faire avec les moyens et tout ce que nous avons à notre disposition. Je leur ai proposé l'élaboration des documents qu'à mon niveau, j'ai appelé plan stratégique de développement. Bon, je ne sais pas si le terme convient, mais je suis parti sur une problématique simple. Quels sont les problèmes que nous rencontrons dans la région? Quels sont les problèmes que nous rencontrons dans la région? Quelles sont les opportunités que nous avons? Les potentialités que nous avons? Qu'est-ce que nous pouvons initier en termes d'actions concrètes pour sortir la région du sous-développement? Et je me suis inscrit sur quelques approches. L'approche économique, de développement économique, de développement social et aussi de bonne gouvernance. Et j'entends par bonne gouvernance des questions politiques et tout cela. Donc, je leur ai dit, par exemple, sur le plan économique, nous pouvons identifier les opportunités que nous avons, élaborer des projets là-dessus et mettre nos ressources en commun pour soutenir quelques projets qui peuvent sortir la localité du sous-développement. Sur le plan touristique, pareil. Sur le plan social, pareil. Sur le plan de la bonne gouvernance, nous savons que nous ne pouvons pas changer la politique qui est là sur place. Il faudrait peut-être des années pour le faire. Qu'est-ce que nous pouvons faire à notre niveau? Peut-être élaborer ce qu'on appelle un observatoire de la bonne gouvernance avec les associations qui sont déjà là sur place pour observer la bonne gouvernance et en fait... Je peux vous rassurer que vous avez déjà tout fait. En fait, c'est ça le plan de développement. Maintenant, votre question, c'est laquelle? En fait, c'est partager cette expérience pour avoir votre point de vue, les faiblesses, les forces, ce que je peux insérer dans le document. C'est bien ça. Ma réponse est que, comme vous venez d'exposer là, en moyenne, en Afrique, nous sommes tous capables de faire ça. Donc, ce n'est pas le plus dur, ça. C'est la mise en œuvre. Ouais, la mise en œuvre, c'est de les convaincre. Effectivement. OK? Oui. Et de mobiliser les ressources. Quand je dis ressources, c'est techniques, humaines, etc. De mettre le cadre approprié pour traduire ça dans la réalité. D'accord. C'est ça. Un cas pratique que je voulais relever rapidement, je m'excuse, c'est des femmes de cette localité, d'un village de moins de 2000 habitants quand même, qui ont mis leurs ressources ensemble pour cotiser à hauteur de 155 millions en moins d'une année sur les revenus qu'elles font en vendant des beignets, du pain et tout cela. Maintenant, c'est comment réinvestir cet argent pour ne pas qu'il soit dépensé autrement, dans des projets structurants, dans des projets qui peuvent encore sortir le village et le placer sur le plan de développement. On peut voir ça en bilatéral. Il y a pas de souci. Merci. Ok. Donc, on répond à cette série d'abord ou... Ah, il y a les Comores. Merci beaucoup. Si on était à l'église, je dirais Alléluia. Si on était à la mosquée, je dirais Allahu Akbar. Parce que la brillante présentation nous a mis parfaitement d'accord. Moi, ma question se repose sur les plans d'émergence dans nos pays. S'agit-il d'une utopie ou d'un mythe fédérateur? Parce que ce que vous avez cité là, je pense, en lisant les plans d'émergence, on trouve toujours ces éléments. Mais qu'est-ce qui bloque le décollage? Et vous avez cité aussi la gouvernance en 4e position sur les éléments de développement. Quels sont les éléments qui font de la gouvernance un élément promoteur du développement? Bon, je pense qu'on va laisser l'intervenant répondre déjà à cette série de questions, mais avant de vous donner la main, et ça rejoindra la première question, vous avez fait des jaloux en citant plus particulièrement le département management, dans lequel vous intervenez. Mais sachez que dans tous les départements, les spécialités commencent par gestion 2 ou management 2. Alors peut-être qu'il y en a un peu plus transversal que les autres, un peu plus spécialisé méthode et outils, mais les autres aussi font de la gestion de projet dans leur secteur d'activité. Merci. Merci, monsieur le recteur. C'est exactement ce que je pensais.
Non, je peux vous rassurer parce que mes échanges dans cette salle cet après-midi ont commencé avec ceux qui sont en gestion de l'environnement. Oui. Et ils étaient les premiers, ils étaient à l'heure. Donc, c'est clair que la question de gestion de projet, elle est transversale et se retrouve partout. Et j'apprécie le travail qui se fait ici. Et je pense que l'Afrique de demain, de façon particulière l'Afrique francophone de demain, mérite d'être impactée par le travail qui se fait ici. Et quand j'interviens avec autant de passion, c'est parce que je suis convaincu que vous serez des vecteurs pour utiliser vraiment ces instruments-là dans vos milieux respectifs. L'Afrique, aujourd'hui, c'est le continent de demain. Nous ne le savons pas toujours. Et malheureusement, ce qui est le plus diffusé, c'est tout ce qui est négatif sur l'Afrique. Nous n'avons pas pour culture ou tradition de dire lorsque ça marche quelque part. Donc lorsque ça marche aussi, il faut dire. Même si ça marche aujourd'hui et qu'il y a un risque demain, il faut également dire pour que l'on puisse s'en saisir. C'est pour dire donc que Carole, ce n'est pas le meilleur des mondes. Hein. Derrière ces réalisations, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de difficultés aussi. Ça, je peux vous le dire. Mais sur un certain nombre de sujets liés à l'exécution des projets et programmes, tout ce que je vous ai dit là, c'est technique, c'est vérifiable, ce n'est pas de la politique. OK? Et le message, c'est que les règles de gestion de projet que vous apprenez ici, il suffit de faire l'effort de les appliquer dans nos environnements respectifs, que ce soit dans le secteur public, dans le secteur privé ou ailleurs, dans une ONG, une organisation de la société civile, vous avez le résultat. Il n'y a pas de miracle, ce sont des règles universelles. C'est aussi simple que ça. Et donc si, au niveau public, on se les applique rigoureusement, il n'y a pas de raison qu'il y ait de l'échec. Et c'est en cela que nos pays africains pêchent. D'où véritablement le sujet de gouvernance. La gouvernance passe par la planification. Si vous ne savez pas qu'il y a des instances dans votre entité que vous devez rendre compte, que vous devez avoir des approbations, que vous devez retourner telle et telle chose, ça ne marcherait pas. Voilà. Donc je ne dis pas vraiment que tout va pour le meilleur des mondes, etc. Chaque option a ses choses. Et nous sommes, en économie, nous sommes sur une science sociale. Okay? Si nous parlons de gestion déléguée, etc., il y a ses avantages, il y a ses inconvénients. Donc à un moment donné, vous faites les plus ou moins et tout ça, vous choisissez. Voilà. Et vous y allez, après vous pouvez ajuster. Donc aujourd'hui, pour ce qui concerne la gestion déléguée, pour rompre avec le système d'avant, vous ne pouvez pas faire une réforme, vous ne pouvez pas faire de la rupture avec les acteurs, les mêmes acteurs. Vous ne verrez rien. C'est ça la réalité. Si vous voulez réellement faire une réforme, ok, mettez ceux qui sont là de côté, vous verrez le bon état des lieux. Parce que celui qui est là et qui y est attaché, il vous fera l'état des lieux, le diagnostic suivant sa compréhension. C'est ça. Donc le choix, déjà, de dire, ok, nous ne continuons plus avec le même système, avec les mêmes directeurs généraux et tout, même si vous mettez une structure, soit dite étrangère, etc., pour quelque temps, ça vous reflète l'état réel de la situation. C'est une autre culture qui est apportée, déjà. On peut revenir au système d'avant, mais vous aurez déjà progressé. Mais la gestion déléguée, pour moi, elle est comparable à ce que nous faisons en matière de gestion immobilière. Savez-vous que, et c'est surtout dans le secteur hôtelier que c'est bien connu, vous allez dans un
pays, ici par exemple, vous allez voir des hôtels de la marque chaîne Accor. C'est du Novotel, c'est du Ibis, etc. Les propriétaires de ces murs-là sont parfois ici. Le propriétaire, celui qui a construit, l'investisseur ici, et il va chercher la gestion et la marque Accor pour pouvoir fructifier son investissement. Donc le fait de mettre un gestionnaire, en fait, vous donne la liberté et vous permet d'avoir un professionnel qui s'occupe de la gestion pour vous. C'est tout. La propriété demeure la vôtre. Vous voyez. De sorte que lorsque vous allez sur une chaîne hôtelière Ibis, vous ne vous intéressez pas à qui est propriétaire. Vous êtes dans un Ibis, vous avez des règles, des pratiques, etc., les reçus Ibis, point. Mais derrière, l'autre paye quelque chose à la marque, Accor, et le reste, il a le résultat à la fin de la journée. Lorsque vous avez un immeuble que vous mettez en location, est-ce que les locataires ont besoin de savoir qui est le propriétaire? Vous mettez un mécanisme en place. Vous avez un agent qui s'occupe de la gestion, qui collecte et il prend sa part. Le reste, il vous met sur votre compte. Il s'occupe de la gestion de la maison. Donc, ce qui doit nous guider dans les sociétés d'État, en réalité, ce n'est pas, excusez-moi, la nationalité de ceux qui dirigent la société, mais c'est les résultats que vous obtenez à la fin de la journée. Moi, je suis de l'obédience, de l'option que tant que cela nous permet d'avoir une rentabilité certaine, il faut y aller, quel que soit le type de nationalité. Et de la même façon, si les cadres béninois sont compétitifs, ceux qui gagnent ces contrats n'ont aucun intérêt, toutes choses égales par ailleurs, à aller chercher des experts internationaux pour venir les mettre dans les mêmes positions. Quand nous donnons la responsabilité au Port d'Anvers, Port d'Anvers recrute des experts nationaux pour le faire. Mais c'est le cadre de gouvernance qui change. C'est cela qu'il faut avoir à l'idée. Donc, à la fin de la journée, ce que l'on retourne, l'on tire de cela, est plus important que ce que l'on fait sur. L'une des meilleures compagnies aériennes en Afrique, vous connaissez? Ethiopian Airlines. Mais Ethiopian Airlines, c'est la propriété de l'État éthiopien. Mais c'est géré suivant les règles privées, identiques. Oui. Donc il faut faire des choix à un moment donné. Ce n'est pas parce qu'on est national, ce n'est pas le souci. Hein? Et les plans font l'objet de révision. Dans les mécanismes de mise en œuvre, il y a les revues périodiques, il y a les évaluations à mi-parcours, les évaluations finales, et comme je l'ai dit, nous sommes en sciences, on ajuste toujours. Mais comme je l'ai indiqué, dans un plan, on a les objectifs plutôt stratégiques. Donc on a toujours la meilleure façon au niveau des objectifs de développement, des orientations stratégiques, de justifier une action. Donc quand je dis au sens global que lorsqu'on a le programme ou on a notre cadre d'intervention, on ne reçoit pas de projet, c'est un peu exagéré. Mais on s'assure de l'alignement de ce qui nous est proposé avec nos choix. C'est cela. Quand il arrive réellement que ces choix-là ne concordent pas ou bien il n'y a pas la flexibilité pour que ce qui est proposé s'insère dans notre vision, on rejette. Il est déjà arrivé que nous ayons rejeté de financement parce que on se retrouve sur un projet d'envergure qui doit être cofinancé par plusieurs bailleurs. Je tais les noms, mais il se fait que chacun des bailleurs veut nous imposer une gestion parallèle. Et on va perdre du temps. Sur un projet pour lequel nous avons fait l'étude de faisabilité, tout est OK, et on vous dit, décaissement, entendez-vous, désignez un chef de file et qu'on respecte la procédure de ce dernier et tout ça. 3 mois après, ça n'a pas marché, on a refusé, on dit merci beaucoup. Les coûts de transaction sont plus énormes pour nous à mettre en place pour le même projet 3 unités d'exécution de projet. Simplement parce que le bailleur veut. Le projet s'exécute, on a un main d'œuvre, on a une entreprise, il faut valider les décomptes.
on impose à une entreprise, lorsque tu as un décompte, parce qu'il y a 3 bailleurs et l'État, ça fait 4, il faut présenter ça sous 4 différents formats. Pour un appel d'offres, il faut envoyer l'appel d'offres. Chacun d'eux doit donner sa validation préalable. On m'a dit non. Puis voilà. Donc, on peut, du point de vue de leadership national, l'affirmer de la meilleure des façons en pointant vraiment sur les insuffisances au niveau de la coopération internationale aussi. Le taux de croissance économique et sa traduction sur le terrain, c'est une grosse problématique. C'est pour ça que dans la pratique, on ne prend plus aujourd'hui un taux de croissance qui est un agrégat de façon isolée. On va prendre le taux de croissance, on va surtout s'intéresser au niveau de revenus par tête d'habitant, mais on ira plus loin en regardant les indicateurs plus composites comme l'indice de développement humain qui permet d'apprécier les différents aspects du développement d'un pays. Et quand on vous dit réellement que le pays, il y a eu une croissance de tel volume, ce n'est pas que vous le sentirez et tout de suite. Il faut voir les mécanismes de redistribution qu'il y a dans le pays et voir les secteurs qui ont porté la croissance. Mais en tout état de cause, on n'a pas besoin d'être économiste pour comprendre certaines réalités. Lesquelles? Quand on a un projet, il s'exécute par l'acquisition de biens et de services. Vous me suivez? Donc quand, dans un pays, on lance les grands travaux, même si vous n'avez pas une augmentation de revenus dans votre poche, et que vous voyez l'activité se dérouler, faites-vous la réflexion, mais ce chantier qui est en cours, comment ça se fait? Vous verrez qu'il y a des hommes qui travaillent. Ceux qui travaillent là ont un revenu. Donc leur revenu s'est accru, il n'y a rien à dire. Du fait donc de ce boulot-là. Derrière, même si vous ne les voyez pas, on utilise les facteurs de production. En général, quand je prends un mur comme ça, il y a quoi? Du sable, du ciment, de fer à béton, des graviers, etc. Tout ça, c'est fourni par une économie, par les acteurs. Donc, le fait déjà de mettre en œuvre et de lancer un projet d'office, on peut calculer les effets multiplicateurs en termes d'achat de biens et services. Même si vous ne sentez pas. C'est ça que j'appelle chaîne de distribution. Si vous n'êtes pas sur la chaîne de distribution, la chaîne de construction impactée par ce projet, vous ne sentirez pas tout de suite. Mais on offre forcément de pouvoir d'achat à ceux qui sont intéressés par cette chaîne-là. Et donc, de façon globale, quand on parle de croissance inclusive, c'est de trouver les moyens à travers lesquels on va devoir faire intervenir tous les acteurs des différents secteurs pour qu'ils soient touchés, impactés par cette croissance-là. C'est ce que je peux vous dire. Sinon, les indicateurs macro en général ne sont même pas élaborés par les institutions internationales. Hein. C'est les instituts nationaux de statistiques qui produisent les données. Donc, ce sont les structures nationales qui produisent ces données, les remontent. Et il y a des canevas internationaux pour faire l'analyse de cohérence, pour veiller aux comparaisons, c'est tout. Donc le FMI, la Banque mondiale, on a l'habitude de dire, ne produisent aucune donnée. Elles collectent les données produites par les instituts nationaux, font les ajustements et les publient. C'est tout. Donc ceux que vous devez interpeller, pour la plupart, ce sont les cadres qui font le travail chez vous. Voilà. Mon ami du Tchad a donné un bel exemple, je ne reviens pas sur ça. Enfin, sur la question d'émergence. L'émergence, c'est un concept assez complexe qui, pour me résumer, suppose la transformation structurelle d'une économie. On change de structure. Quand on parle de structure d'économie, on a le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire.
c'est le mouvement à travers lequel les occupations et l'activité progressivement et les valeurs ajoutées vont progressivement du secteur primaire au secteur secondaire, voire le secteur secondaire, et qui s'insère dans une chaîne de distribution mondiale. C'est ça l'émergence. Dans beaucoup de pays africains, ce choix a été fait sans que les conditions de base pour assurer cette transformation structurelle n'aient été mises en place. Je donne des exemples simples. Vous êtes un pays producteur de matières premières et vous exportez les matières premières brutes. Si vous êtes sur un cycle d'émergence, cela suppose que vous puissiez mettre en place chez vous une filière d'industrie qui transforme localement et qui capte la valeur ajoutée qui est plus importante localement que de continuer à exporter brut. Vous ne le faites pas. Et vous dites, vous avez un plan d'émergence. Or, pour avoir une industrie, il faut régler le problème des facteurs de l'énergie. Vous n'avez pas l'énergie. Et vous voulez avoir un plan industriel. Vous le dites dans les discours, on vous applaudit. À la fin de la journée, il y a des délestage dans votre pays, le coût de l'énergie n'est pas compétitif, etc. etc. C'est aussi simple que ça. Donc, ne vous cachez pas derrière des mots vaseux et tout. L'émergence, c'est la transformation. C'est le progrès. Et un progrès continu qui peut s'apprécier au plan économique, au plan social, au plan de la gouvernance, au plan également de l'environnement. C'est tout. Il y a un index qui est construit, d'ailleurs sur un des cours que je donne à Zeged, c'est intitulé Afrique continent émergent, et on développe clairement ce compartiment de l'index de l'émergence en Afrique pour voir vraiment le chemin à parcourir pour atteindre cette émergence-là. Et la problématique, c'est celle des facteurs de production, surtout qui n'est pas résolue. Et je peux, de façon volontaire, dire que très peu de pays en Afrique réunissent les conditions de l'émergence aujourd'hui. Il faut réévaluer pour avoir un bon nouveau départ de part et d'autre. Merci beaucoup. Merci. Merci Thierry. Merci Achille. Oui, moi je vais aussi dire merci. Merci à l'assistance qui a été attentive, je crois. Et puis peut-être que dans les jours qui viennent, de hasard ou dans les couloirs, il y aura quelques questions supplémentaires qui te parviendront. Merci beaucoup Achille pour cette intervention. C'était très instructif, on a compris des choses. On a vu que c'est le fruit ou le résultat de beaucoup d'efforts aussi qui sont faits et qui doivent être maintenus. On peut se poser la question d'ailleurs de la continuité de ces efforts sur le long terme. Qu'est-ce qui est fait aussi pour que ça dure? J'espère que vous êtes en bonne voie. En tout cas, je vous le souhaite pour le pays. Merci encore. Bonne soirée à tous. Ludwig. Oui, rapidement, remercier les étudiants et confirmer la table ronde de jeudi. Oui. Et dit que nous avons déjà les intervenants extérieurs. Saluer la présence parmi nous de Conrad Bouton, qui nous a rejoint depuis cet après-midi, depuis le Canada, qui va intervenir dans cette table ronde-là sur la thématique de devenir entrepreneur de soi pour dynamiser son parcours professionnel. Achille reviendra aussi sur des éléments de son parcours, et Conrad de même. Et il y a deux intervenants, Marianne Roux, qui est en Égypte, et l'entrepreneur et égyptien qui vont faire le truc là. La conférence va démarrer exactement, la table ronde va démarrer exactement à 16h, c'est prévu à 16h30, mais je crois que nous avions de commun accord, comme vous le saviez, nous avions lancé le dispositif MTI, M'as-tu ton idée, et je crois qu'avec les responsables, ceux qui pilotent le projet, avec le club OTD, on a pensé démarrer à 16h15 pour répondre rapidement à des questions sur le dispositif MTI, le temps que les intervenants arrivent, s'installent et que ça démarre effectivement un peu après 16h30. Donc, je crois un mail va passer pour vous situer et je voudrais vous savoir nombreux à être là pour, si vous avez des questions sur le dispositif, M'as-tu ton idée, vous pourrez les poser
un peu en avant cette table ronde-là. Je crois que Gaël et ceux qui sont chargés du MTI vont vous envoyer un mail pour plus d'informations. Donc je remercie. Je vais penser à Aline Dramé qui n'est pas avec nous, mais qui a décidé avec Achille de l'organisation de cette conférence et de son thème. Il n'est pas là, mais on peut bien lui faire un coucou. Merci. Okay. Merci, bon appétit pour ceux qui déjeunent maintenant.